Bienvenue à tous dans À l'affiche. Aujourd'hui, émission 100% art. Rencontre avec le réalisateur britannique Mike Leigh pour son film Mr. Turner sur le célèbre peintre anglais. Culture rime parfois avec business. Même les musées s'y mettent avec la vente de produits dérivés. Et pour acquérir des œuvres, ces mêmes musées ne comptent pas seulement sur la billetterie. Vous verrez que le mécénat populaire bat son plein. C'est un virtuose de la peinture, précurseur à bien des niveaux et qui fut une source d'inspiration pour tous les impressionnistes. Au début du 19e siècle, Joseph Mallord William Turner était un artiste britannique reconnu, mais aussi un personnage tourmenté, dont la vie fait aujourd'hui l'objet d'un film sobrement intitulé Mr. Turner. Son réalisateur, le britannique Mike Leigh, s'est confié à Eve Jackson, une compatriote. Regardez. Quand j'avais environ 14 ans à Manchester, je savais absolument tout sur Picasso, Braque, les impressionnistes ou même Salvador Dali. Je ne m'intéressais pas à Turner jusqu'à mes études d'art au début des années 60 à Londres. Et là, nous nous sommes tous passionnés pour son travail qui était juste incroyable. Vous pensiez faire un film sur lui depuis longtemps? Oui, nous avons d'abord fait le film Topsy Turvy, qui était une sorte de portrait d'artiste et en même temps un regard sur nous-mêmes. C'est là que je me suis dit que Turner pouvait être un bon sujet, car c'est un peintre très cinématographique. Mais nous ne connaissions pas grand-chose sur sa personnalité. Après quelques recherches, on a découvert que c'était un homme compliqué, parfois passionnant et excentrique. Le rapport entre cette personnalité et ses œuvres sublimes, épiques, tout cela m'a fasciné. Que trouviez-vous important d'inclure et qu'avez-vous eu besoin d'inventer? La vérité, c'est qu'on aurait pu faire des recherches pendant 1 million d'années. Mais ça n'aurait rien apporté à l'image. Il faut être rigoureux et insuffler de l'inventivité pour donner de la vie. On suit jolimené et rigoureusement les principales choses qui lui arrivent au cours des dernières 25 années de sa vie. Que ce soit la mort de son père, sa relation avec lui ou ses relations avec les femmes. Et bien sûr, le fait que son travail soit devenu de plus en plus radical, anticipant l'arrivée des impressionnistes au XXe siècle, alors que les gens pensaient qu'il était devenu fou. Sans être forcément très précis, nous avons essayé d'être créatifs, inventifs dans la façon de faire, sans pour autant arriver à l'essence même des choses. Ce film n'est donc pas un documentaire. Les gens ne cessent de vous demander si on peut dire que c'est une biographie. Et vous leur répondez toujours que non. Et je continue de répondre non parce que ce n'en est pas une. Ressentez-vous une affinité avec Turner qui va au-delà de votre amour pour sa peinture? Bien sûr, comme je l'ai dit avant, nous tournons toujours la caméra vers ce que nous faisons nous-mêmes. Tout artiste peut se sentir proche et s'intéresser au parcours de Turner, même si lui se trouve à ce niveau-là, et nous beaucoup plus bas. Timothy Spall est magnifique dans son interprétation d'un Turner Bougoum. Comment s'est fait ce choix? Premièrement, tout a découlé de nos recherches. On a rassemblé des informations qui montraient que Turner faisait souvent des bruits un peu bizarres. C'était aussi un homme très éloquent, parfois taciturne. Lorsqu'il parlait, il lui arrivait parfois de faire des références aux grands classiques, mais il pouvait aussi parler de manière crue et très directe. Tout ceci a nourri notre réflexion et permis de prendre une décision comme je l'ai faite pour tous mes films et avec tous les acteurs avec qui je travaille. Je les ai rassemblés, on a échangé, essayé différentes choses pour finalement faire ressortir les 3 facettes du personnage. Les paysages anglais sont très beaux dans votre film. Est-ce une lettre d'amour que vous adressez à votre pays? C'est une question très intéressante. D'une certaine manière, oui. Sauf que les gens, un peu pédants, diront qu'une partie du film a été tournée dans la partie nord du pays de Galles. Les Gallois seront certainement furieux si vous leur dites que c'est l'Angleterre.
Le film débute aussi avec la scène du moulin à vent, censée être aux Pays-Bas, mais tournée dans le Suffolk. Turner a aussi passé beaucoup de temps en Allemagne, en Suisse, dans les Alpes, en France. Mais on n'a tourné dans aucun de ces pays, car on n'avait pas les moyens de tourner à l'étranger. Donc pour faire court, ce n'est pas une lettre d'amour aux paysages anglais, mais à un homme qui, malgré ses nombreux voyages, symbolisait la quintessence de ce qu'est un peintre anglais. Vous avez toujours été un réalisateur britannique loyal envers votre pays. Pourquoi n'avoir jamais été tenté par Hollywood? Écoutez, il y a deux types de cinéma. Le cinéma du monde et Hollywood. Hollywood, c'est un monde à part. Nous qui faisons partie du cinéma du monde, quel que soit notre pays, nous parlons de notre vie, de notre culture, de nos vraies expériences. Moi, en tant que cinéaste européen, je tourne chez moi là où sont mes racines. Pour moi, c'est naturel. Aller à Hollywood, ils fabriquent du rêve. Ils font des films différents et surtout d'une manière différente. Moi, par exemple, j'ai fait 20 films et j'ai eu le privilège de ne jamais avoir à changer quoi que ce soit. À Hollywood, jamais ça n'aurait été possible. Que pensez-vous du cinéma français, cette terre d'auteurs? J'ai grandi à Manchester et je n'ai vu que des films en anglais jusqu'à mes 17 ans. Il n'y avait que des films anglais ou hollywoodiens. Puis, quand j'ai eu 17 ans, en 1960, je suis allé à Londres. Et là, waouh! J'ai découvert le cinéma international en plein dans la nouvelle vague. J'ai alors découvert des films d'un peu partout. Dès mon arrivée, j'ai vu les 400 coups. Toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Ça m'a complètement bouleversé. C'était un film à propos de quelqu'un qui a vécu une vraie expérience, d'une façon tout à fait extraordinaire, nouvelle et fraîche. Pour moi, le cinéma français a toujours été d'une grande importance, comme pour tout autre réalisateur, je crois. À défaut d'acheter des originaux, de nombreux passionnés d'art choisissent de s'offrir une copie d'une statue ou d'une peinture. Aujourd'hui, les musées du monde entier ont une boutique où ils proposent des produits divers et variés. Un business florissant. Reportage. Le Louvre, 10 millions de visiteurs annuels, 38 000 œuvres exposées, et aussi une boutique qui tourne à plein régime. 4 visiteurs sur 5 repartent d'ici les mains pleines. Je vais acheter quelque chose, bien sûr. En fait, j'en ai déjà acheté pas mal par le passé, comme celui-là, par exemple. En ce moment d'ailleurs, la boutique du Louvre a presque autant de succès que les salles d'exposition du musée. Nombreux sont ceux qui viennent ici directement pour faire leur shopping de Noël. Au revoir. C'est pour un cadeau de Noël, donc c'est pour un ami qui aime cette œuvre. Et j'ai vu que le Louvre faisait des reproductions. C'est dans cet atelier de la région parisienne que sont fabriquées les copies vendues en boutique. D'autres sont des commandes spéciales de riches particuliers, comme ce Louis XIV grandeur nature ou cette Aphrodite accroupie. Pendant le mois qui précède Noël, les ateliers des musées nationaux réalisent un tiers de leur chiffre d'affaires annuel. La copie d'art connaît un intérêt qui s'accroît, surtout pour les grandes pièces. En fait, il faut qu'il y ait un côté unique. Évidemment, s'ils l'ont vu reproduit un peu partout, ils ont du mal à comprendre l'intérêt de l'objet et son prix, parce que nous n'avons pas des prix made in China. 12 000 moules d'œuvres originales permettent de répondre à n'importe quelle demande, ou presque, grâce surtout à un savoir-faire unique au monde. Aujourd'hui, en France, le marché des produits dérivés de l'art pèse plusieurs dizaines de millions d'euros et beaucoup tentent de surfer sur la vague de ce business florissant. Avec la baisse des financements publics et la volonté d'acquérir toujours plus d'œuvres, les musées partent à la conquête de dons privés. Le mécénat populaire est en vogue et ce ne sont pas forcément les plus riches qui mettent la main à la poche. La restauration au musée d'Orsay de ce chef-d'œuvre de Gustave Courbet sous les yeux du public. Ce que l'on sait moins, c'est que cette opération de communication spectaculaire
déclenche parfois spontanément la générosité de certains visiteurs. En venant au musée, je ne savais pas que l'œuvre était en restauration et qu'on pouvait faire un don pour celle-ci. Donc voilà, j'ai pas hésité à donner un petit peu d'argent. Je vais donner 15 €, voilà. Au musée d'Orsay, en quelques jours, on a déjà récolté près de 114 000 € pour restaurer le tableau de Courbet. L'appel à la générosité du public, c'est une tendance qui se développe de plus en plus. La première fois, c'était en 2010 au Louvre, pour l'achat des 3 Grâces de Lucas Cranach. 7000 donateurs avaient apporté plus d'1 million d'euros, le quart du prix du tableau. C'est vrai que se dire quelque part qu'il y a un petit coup de pinceau du peintre qui nous appartient, c'est très agréable. 5 ans plus tard, c'est à nouveau le Louvre qui rêve d'acquérir cette table précieuse du XVIIIe siècle. Un objet unique qui coûte 12 500 000 €. Le public ne le sait pas toujours, mais une partie du montant que l'on donne quand on vient au musée du Louvre, quand on achète son billet, est sanctuarisée pour pouvoir acquérir des œuvres. Mais évidemment, il peut arriver que des œuvres qui étaient dans des collections privées arrivent, nous soient proposées. Et dans ces cas-là, et c'est le cas pour la table de Teichon, nous faisons appel à la générosité du public. Aujourd'hui, le profil du donateur a changé. Habitué des réseaux sociaux, il est souvent jeune et peut se montrer particulièrement généreux. En 5 campagnes d'appel aux dons, Laurent Puskarzik a donné 987 € pour le musée du Louvre et 110 € rien que pour la table de Teichon. J'adore le musée. C'est un musée que j'aime depuis que je suis tout petit. Et voilà, j'ai pas pu y travailler, donc pouvoir comme ça apporter ma contribution, ça fait toujours plaisir. À la Bibliothèque nationale de France, les donateurs ne manquent pas non plus. Grâce à eux, les collections médiévales viennent de s'enrichir du manuscrit des 12 Césars, après 3 mois de campagne. Aujourd'hui en France, on estime que le mécénat culturel populaire a déjà rapporté 2 milliards d'euros. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet france24.com. Je vous laisse avec des images de l'exposition Inside au Palais de Tokyo, à Paris. Un voyage intérieur dans l'esprit de 30 artistes, avec notamment une impressionnante œuvre tout en ruban adhésif, où le spectateur peut déambuler tout un programme. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.